Bienvenue dans Entretien avec. Viol d'enfants, enlèvement, infanticide, violence extrême. Depuis plusieurs mois, les faits divers tragiques se multiplient au Cameroun et bouleversent profondément l'opinion publique. Derrière l'émotion et la colère, de nombreuses questions émergent. Notre société devient-elle plus violente? Pourquoi ces actes choquent-ils autant? Quel impact psychologique sur les familles, les enfants et la population? Bienvenue dans Entretien avec. Avec elle aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser et de comprendre l'implication des nombreux événements sur la santé mentale des enfants et de la population. D'entrée de jeu, docteur, quel regard portez-vous sur la multiplication récente des violences impliquant les enfants au Cameroun? Ce que l'on doit dire d'abord, c'est vraiment déplorer cette situation. Déplorer cette situation parce que nous nous rendons compte que c'est une des couches, sinon la couche la plus vulnérable. Et quand on a toute une population comme ça, qui pour de multiples raisons est dans un état de mal-être, alors c'est les plus vulnérables généralement qui trinquent. Et nous regardons cette situation beaucoup plus de façon globale, de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'infanticide, mais nous avons aussi des actes de violence, d'agressivité en milieu familial, en milieu scolaire, en milieu professionnel, en milieu social, dans les médias. Donc, quand on a cette vue globale un peu de la situation, ça nous permet de mieux appréhender la problématique et de comprendre que malheureusement, dans notre contexte, la violence règne en maître et c'est dans tous les aspects de la vie des individus. Aujourd'hui, on va parler d'un malaise psychologique qui grandit de plus en plus au Cameroun, c'est ça? Oui, les populations sont de plus en plus dans un état de mal-être, ont des problèmes de santé mentale. Et on tient toujours à rappeler que quand on parle de problèmes de santé mentale, c'est à deux niveaux. Le premier niveau qui nous concerne tous, c'est le mal-être. Et cet état de mal-être-là peut le rendre agressif, peut le rendre violent. Il tombe dans le deuxième niveau de problème de santé mentale qui est la maladie mentale. La dépression, les troubles psychotiques et autres, qui peuvent aussi faire qu'un individu décompense. Parlons des auteurs de ces crimes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet acharnement sur les enfants? C'est une pulsion, c'est, comme vous dites, c'est un mal-être mental. On veut comprendre. 60 à 80% des auteurs, ça ce sont des études, des auteurs donc, de cette violence sont stables sur le plan médical. Donc, non pas un diagnostic de maladie mentale. Sur 100 auteurs de violence, 60 à 80 n'avaient pas de diagnostic psychiatrique. Et ceux qui avaient des diagnostics, si on peut dire un peu psychiatriques, on retrouvait environ 15 à 30% qui avaient des troubles de la personnalité, c'est-à-dire un fonctionnement anormal. Vous avez des personnalités comme des psychopathies, des psychopathes, qui fonctionnent dans l'impulsivité, c'est des passages à l'acte, par exemple, qui se caractérisent. Il y a beaucoup de caractéristiques qui sont caractérisées par beaucoup d'éléments. Bon, là, c'est vraiment le passage à l'acte. Et on a 5 à 10% qui présentent des troubles du comportement, les troubles psychiques, comme la dépression et autres, les troubles psychotiques. Mais chez les personnes, si on peut dire normal, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce passage, de ces passages à l'acte? C'est d'abord l'environnement. Il y a la consommation de drogue. Et le troisième élément, c'est quand même la cupidité de l'individu. Donc, on choisit parce qu'on veut acquérir un gain. Il y a par exemple, pour
pour étayer cela, c'est des crimes rituels, par exemple. On vous dit, pour avoir de l'argent, il faut nous apporter l'organe d'un individu, d'un enfant, pour avoir un certain poste, un certain statut. Quel impact ces drames répétés peuvent-ils avoir sur les parents et sur les enfants? Vous avez déjà un enfant qui a un cerveau immature. C'est un cerveau immature qui a du mal à assimiler des choses comme des adultes, à les comprendre, à les percevoir, et qui souvent, malheureusement, sont victimes de ces actes-là qui sont perpétrés par des proches. Donc, des personnes qui sont censées les protéger, des personnes qui sont censées les soutenir, les aimer. Donc, c'est plus destructeur. Ça fait que la symptomatologie chez eux, les manifestations sont diverses en fonction de la maturité du cerveau. Plus il est immature, l'enfant est immature, plus c'est le corps qui va exprimer son mal-être, ou alors son mal-être sera exprimé en termes de comportement. Mais si on prend de façon ramassée comme ça, plus il est jeune, plus il aura des problèmes au niveau de son développement psychomoteur. C'est-à-dire que s'il avait déjà des acquis, on va le voir qu'il régresse. On va le sentir en termes de comportement qui peut être colérique, irritable, et on peut avoir un enfant qui devient dépendant. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude de sortir même, d'aller à la boutique, de rester même seul à la maison, mais à partir de ce moment-là, il ne peut plus. Il faut 24 heures sur 24 qu'il soit avec nous. Et bien évidemment, sur le plan physique, on peut avoir un amaigrissement. Ces perturbations-là, bien évidemment, ça aura un impact sur le plan cognitif, parce que l'enfant, le jeune étant dans cet état d'hypervigilance, en état d'alerte permanent, aura un impact sur le plan cognitif. Baisse, trouble de la concentration, trouble de l'attention, trouble de la mémoire, évoluer plus tard maintenant vers des maladies mentales franches. Docteur, pour les enfants qui ne vivent pas ça, mais qui voient ça à la télé, on en parle partout. Quel peut être l'impact sur ces enfants? L'impact est non seulement sur les enfants, sur les adultes, la population tout entière. Oui. Chez les enfants, vraiment, c'est extrêmement destructeur. Non seulement chez les enfants, chez les adultes, toute la population. Et c'est vraiment un SOS ici lancé aux hommes des médias, aux réseaux sociaux qui, sous prétexte de sensibiliser, d'informer, traumatisent la population. Donc, à l'heure actuelle, la communication autour de ces violences-là est plutôt destructrice, est plutôt traumatisante, n'a que des répercussions beaucoup plus négatives que positives. Parce que bon, chez l'enfant, comme chez les adultes et la population générale, c'est un sentiment d'insécurité. Le cerveau ne fait pas la différence entre un fait isolé et quelque chose qui est permanent, puisque l'information nous est donnée en boucle, au quotidien, 24 heures sur 24. Et le cerveau, lui, l'enregistre effectivement comme si c'est un événement qui a lieu 24 heures sur 24 et en permanence. Et ça fait que tout le corps est en alerte et ça nous fait comprendre que l'environnement est toxique, l'environnement est dangereux. Et quand vous avez des individus, des enfants comme ça, qui voient ça au quotidien, que ce soit même au niveau de la population générale, les adultes, ça fait que cette connexion permanente au sang, l'individu ne devient que ce qu'il ingère au quotidien. Quand on a une population comme la nôtre qui s'approvisionne au quotidien avec ces mauvaises images-là, ces vidéos négatives, alors sur le plan mental, ça produit tout ce qui est négatif. Vous avez des individus comme ça qui ont déjà leurs problèmes de santé, hypertension, diabète, cancer et autres, mais qui vont tranquillement décompenser
Cette connexion avec la négativité produit un manque d'apathie. Ça entraîne une anesthésie sur le plan affectif. Ils ne ressentent plus rien. Donc aujourd'hui, les adultes sont surpris de voir les enfants zen devant des situations de violence ou bien poser même des actes de violence. Mais parce qu'au quotidien, ils s'abreuvent de ce sang-là, de cette négativité. Donc sur le plan émotionnel, ça ne leur fait plus rien. Et l'enfant ne va reproduire à 80% que ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Comment informer sans traumatiser davantage? Actuellement, on est dans une communication sensationnelle de la violence, dans les détails, même les détails les plus sordides, les cris, dans les images et autres. C'est ça qui est mauvais. On n'a pas besoin d'entrer dans ces détails-là. Non, on peut donner un fait, le lieu et autres, quelques témoignages, mais maintenant, comment axer donc sur la prévention? Est-ce que la santé mentale est suffisamment prise en charge au Cameroun au vu de tous ces actes? Beaucoup a été fait. Le ministère de la Santé publique a beaucoup œuvré dans ce sens-là. La santé mentale, sensibiliser sur la santé mentale, qui est le bien-être. Parce que santé mentale n'est pas maladie mentale. Et quand on voit en termes de santé mentale, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, qui ont un impact sur le bien-être des individus, sur la santé mentale des individus. La santé mentale, c'est-à-dire le bien-être des individus, ne dépend pas que du ministère de la Santé, parce qu'on voit beaucoup plus la maladie. Lui, il prend en charge. Mais le mal-être, il y a beaucoup de facteurs de risque. Les facteurs sociaux, environnementaux, les individus ont des problèmes de santé mentale parce qu'ils ont des problèmes financiers. Ils sont au chômage, ils sont stigmatisés, ils sont marginalisés parce qu'il y a la drogue qui est à l'origine des problèmes de santé mentale. Il y a des guerres, les situations conflictuelles que l'on voit à gauche et à droite qui ont un impact sur la santé mentale des individus. Donc, vous voyez que tous ces aspects-là ont un impact sur la santé mentale. Donc, du coup, c'est toute la société qui est concernée. La santé mentale, qui est le bien-être, a un impact sur l'économie. Docteur, au-delà de l'émotion suscitée par la population, quelle astuce pour que notre société retrouve un équilibre, je veux dire, social et humain? Un mot qu'on a tendance de plus en plus à négliger, à enterrer, un mot que l'on déteste, malheureusement, mais qui reste et restera toujours d'actualité, l'amour. Voilà. L'amour ici qui n'a rien à voir avec la sexualité, qui n'a rien à voir avec la génitalité, mais amour qui veut simplement dire bonne communication. Écouter l'autre. Bonne interaction. Solidarité, prendre soin de soi et de l'autre. C'est-à-dire que ce qui est bon pour moi, il faudrait que je sache aussi que c'est bon pour l'autre. Merci, docteur, d'avoir apporté votre éclairage sur ce phénomène sensible au Cameroun. Merci beaucoup. La santé mentale reste l'affaire de tous. Et face à la montée des violences, amour, prévention, écoute et vigilance collective apparaissent plus que jamais nécessaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur OTV4 pour d'autres partages et découvertes. C'était Entretien avec Dr Justine Lormengueneux, psychiatre à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro.